Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette édition de Face à l'actualité consacrée à l'actualité du côté du Mali. On revient sur l'affaire des 49, non pas 49, plutôt 50 mercenaires ivoiriens arrêtés du côté du Mali. Ils avaient été interpellés du côté de l'aéroport international Modibo Keïta par les forces de maintien de sécurité malienne. Ces 49 militaires ou 50 plutôt mercenaires ont donc été interceptés. Ils sont aux mains de la justice malienne. Une enquête a désormais été ouverte. La pression ne cesse de s'intensifier sur les autorités maliennes. Pression en provenance de la Côte d'Ivoire qui vraisemblablement a été lâchée par la MINUSMA à Abidjan, avait affirmé que ces mercenaires étaient en visite au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies du côté du Mali. La MINUSMA a tôt fait de démentir ces informations en provenance de la présidence ivoirienne. Depuis lors, les menaces ne cessent de s'intensifier. Lors de son discours de veille d'indépendance, le président Alassane Dramane Ouattara a une fois de plus évoqué cette affaire en menaçant en quelque sorte les autorités maliennes de libérer rapidement ces militaires qui sont donc aux mains de la justice malienne. Nous parlons donc de cette actualité avec vous, chers invités et nos téléspectateurs et nos invités sur le plateau pour faire le débat ce soir. Nous sommes avec de nombreux intervenants que vous connaissez d'ailleurs, chers téléspectateurs. Ce sont des habitués de nos plateaux, sur ce plateau central de la télévision panafricaine. Nous sommes avec l'un de nos doyens, Simon D. Bonsoir et bienvenue, monsieur Simon. Bonsoir mon cher ami Wafo. Merci encore une fois de m'avoir invité. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, tous les techniciens, tous les journalistes et particulièrement à vous qui faites beaucoup de travail pour conscientiser les Africains. Je voudrais saluer tous les panélistes que tu vas présenter bientôt. Je voudrais profiter pour dire bonsoir à ma charmante épouse, à tous mes enfants qui sont en train de suivre cette émission et à tous mes amis de San Minma, de Yaoundé, du Nord, bref, tous les pays d'Afrique où il y a les membres du Made in Africa. Merci à vous, monsieur Simon, le Made in Africa, qui ne cesse de grandir. Récemment encore, on a assisté à une cérémonie où on remettait des certifications, les premières en tout cas du Made in Africa, remises par un de vos proches collaborateurs. Oui, Déby Jacques, tout à fait. Puisque les produits doivent être certifiés, c'est-à-dire d'origine, savoir d'où ils viennent, comment ces produits sont fabriqués, et puis certifier la qualité avant de mettre sur le marché. Donc c'est un processus qu'on veut mettre dans tous les pays africains pour que les produits, en dehors des échanges, que soient certifiés et reconnus comme des produits vraiment contrôlés pendant la fabrication. Effectivement, pour permettre également aux produits Made in Africa de concurrencer ceux qui viennent de l'autre côté. Merci à vous en tout cas. De toute façon, ceux qui viennent de l'autre côté ne sont même pas contrôlés parce que la plupart du temps, ce sont des produits avariés où on a changé de date de péremption. Il faut le dire parce qu'il faut que tous les Africains sachent que tous les trucs qu'ils font dans les supermarchés, sans publicité comme Carrefour et les autres, ce sont des faux produits qu'on met à la disposition des Africains parce que vous ne verrez jamais un pêcheur aller à la rivière pour sauver le poisson. Merci à vous en tout cas, monsieur Simon D, d'avoir répondu présent à cette invitation. Également avec nous sur ce plateau central, le professeur Jean-Paul Mbelek. Bonsoir et bienvenue, prof. Bonsoir Junior, bonsoir à tous mes co-panélistes, Simon D, que j'ai plaisir à retrouver ce soir. Les autres sur le plateau que tu vas présenter, ceux qui seront sur Zoom certainement. Voilà. Et puis bonsoir bien sûr à l'équipe technique, à tous les téléspectateurs de Face à l'actualité. Et je souhaite une bonne émission dans le sens de la coordination de tous nos points de vue. L'objectif étant d'éclairer les téléspectateurs et de motiver tous ceux qui sont en action de hâter le pas pour cette libération totale du continent africain, pour la promotion du panafricanisme, pour son avancement et également pour l'acquisition de notre souveraineté de façon définitive. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Également avec nous ce soir pour faire le débat, Jonathan Batengene, un de nos consultants permanents. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Wafo. Bonsoir au professeur Mbelek. Bonsoir au patriarche, le père Ndesimo. Bonsoir au pasteur Fanga Christelle. Bonsoir à tous les co-panélistes qui sont dans le Zoom. Bonsoir à tous les panafricanistes, les inconditionnels du programme, les techniciens, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement
les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci à vous, Jonathan Batengene. Vous l'avez dit, sur ce plateau central de la télévision panafricaine, le Martin Luther King du Cameroun, le pasteur panafricain André Christelle Fanga est également de la partie ce soir. Bonsoir et bienvenue. Alors bonsoir Junior Wafo, merci pour la comparaison avec le révérend docteur Martin Luther King. Je crois que chaque époque, chaque génération, ses hommes, je crois qu'il a marqué son histoire. Moi aussi, je crois que je vais marquer mon histoire aussi avec des prises de position. Permettez-moi de saluer M. Sangou et sa charmante épouse Amélie qui ont convolé en juste noces le week-end dernier à Yaoundé où nous étions à un très grand mariage. Ce prince du Noun, M. Sangou, sans toi saluer et félicitations pour ce mariage. Et je profite pour... C'est ma belle famille, hein, je profite pour saluer ma belle famille. Monsieur Simonde a commencé à saluer son épouse et ses enfants qui le regardent. Donc je me permets aussi de saluer mon épouse qui me regarde, ma belle famille, la famille Ngachou Barthélemy à Yaoundé, les Balengou de Yaoundé. Ils sont à Carrière, ils sont là-bas à Madagascar, ils sont un peu de partout là, de l'autre côté de Yaoundé. Donc je les salue tous. Merci de m'avoir invité, Raoul. Je crois que l'autre combat continue. Nous n'allons pas baisser les bras. Que les gens qui nous mettent des pots de banane sur le chemin pensant qu'ils vont nous décourager, ils vont nous empêcher de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que notre continent puisse avoir la place qu'il mérite, alors là, ils se trompent. Nous n'allons pas nous décourager, même s'ils mettent les barrières, même si c'est des montagnes. Mais je crois qu'en tant qu'homme de foi, et comme le Christ l'avait dit, vous direz, si vous avez la foi comme un grain de sénévré, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle va tomber dans la mer, elle va sauter. Et je crois que cette grande muraille, cette grande barrière du néocolonialisme, de l'impérialisme, de tout ce qu'on peut savoir là, va sûrement sauter au-devant de nous pour que l'Afrique émerge pour être ce continent qui nourrit, qui protège et qui garde le monde entier. Merci à vous, André Christelle Fanga. Merci. En tout cas, chers messieurs, d'avoir répondu présent à cette invitation. De l'autre côté de Zoom, on aura nos amis Okosisi Baba Nicolo et Suleiman Konebagbo qui ne sont pas encore là, qui vont nous rejoindre en cours d'émission. Je le disais d'entrée de jeu, la première thématique qui nous intéresse ce soir, c'est une fois de plus l'affaire des 50 mercenaires ivoiriens arrêtés du côté de l'aéroport international Modibo Keïta. Une nouvelle pièce a donc été mise dans la machine avec la découverte de ce contrat de mercenariat qui accable une fois de plus l'armée ivoirienne et le gouvernement ivoirien, dont son chef, le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Nous parlons donc de cette première actualité avec vous et nos invités en deuxième partie d'émission. On restera au Mali, toujours pour parler cette fois-ci de l'ONU qui accuse encore et encore les militaires maliens d'avoir perpétré des exactions. L'affaire des 33 civils tués, parmi lesquels de nombreux Mauritaniens tués en mars dernier avaient fait grand bruit. L'ONU affirme être en sa possession de preuves qui accusent les forces de défense et de sécurité du Mali. On parlera donc de cette actualité également. Pourquoi l'ONU s'acharne une fois encore sur les militaires maliens? Les réponses peut-être nous seront données avec nos invités dans cette édition de Face à l'actualité. On va rentrer de plein pied dans cette émission avec vous, Monsieur Simo. L'affaire des 49 militaires arrêtés du côté de Bamako. Il faut dire que dans le rapport produit par la MINUSMA, on parlait plutôt de 50 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. On la croyait terminée, oh que non. Vous savez, monsieur Wafo, rien ne se passe dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au temps d'Oufoué-Boigny, et monsieur Ouattara était dans le gouvernement d'Oufoué-Boigny. Ça ne me surprend pas du tout, les arrestations de ce monsieur, parce que au temps d'Oufoué-Boigny, la Côte d'Ivoire était presque un pays multi-pays, si vous voulez. Parce qu'il y avait des Burkinabés qui étaient ministres en Côte d'Ivoire, il y avait des Maliens qui étaient dans le gouvernement de M. Oufoué, et ce qui fait que c'était un multipode. Et quand je vois l'agissement de ce monsieur Ouattara, qui a travaillé pour M. Oufoué, ça ne me surprend pas du tout, parce que, et vu l'actualité, et ce qui se passe même avec la prétendue amnistie du président Gbagbo, je vois exactement le jeu que ce monsieur fait. Se sentant complètement coincé, il est obligé de poser des actes pour tenter d'attirer la plupart des Africains sur lui.
Mais je veux dire à mes frères africains que le serpent a beau changer sa peau, mais son venin, son poison ne change pas du tout. Je dis bien, le serpent a beau changer la couleur de sa peau, mais son venin ne change pas du tout. Ce qui fait que c'est un piège. Si M. Gbagbo s'amuse à se laisser piéger, il va être surpris par l'attitude de l'eau. Parce que M. Ouattara, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Regardez comment il se comporte envers un pays, qui est un pays africain. Au lieu de défendre ce pays, il envoie des mercenaires dans un pays pour détruire un gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Lui qui devrait, peut-être, avec son complice du Ghana, faire tout et tout, plus qu'ils sont des pays voisins, faire en sorte qu'il y ait la paix dans toute cette région. Mais à quoi est-ce qu'on assiste? Instrumentalisé par ses maîtres français, il est obligé de faire n'importe quoi pour détruire le Mali. Mais tu peux lui dire une chose, vraiment, le Dieu suprême qui commande le monde entier, qui commande les Africains, qui aime le peuple africain, ne peut pas accepter une telle forfaiture pour le Mali. Parce que s'il accepte, ça veut dire que n'importe quel pays africain, ce monsieur peut faire ce qu'il veut dans un pays africain, mais ça ne va pas arriver. Pour la simple raison qu'il y a un être suprême qui aime profondément le peuple africain. Je dis profondément. Et ils ne sont pas surpris que demain, ça se retourne contre lui. Il a beau faire. J'ai vu le défilé, par exemple, de la fête nationale de Côte d'Ivoire, où on était en train de surveiller les militaires avant qu'ils défilent. Pourquoi il a peur? Il peut appeler les Français pour le défendre, non? Pourquoi il a peur? Non, il faudrait qu'on se dise une chose. Il faut que quand un Africain pose un acte, il faut qu'il se pose des questions. Il le fait contre qui? Pour quel intérêt? Ce monsieur, il a une femme française, peut-être c'est la raison pour laquelle, mais il pense qu'il va plaire aux Français jusqu'à quand? Et il gagnait quoi? En tuant des milliers d'Africains? Ici, il avait réussi à tuer le gouvernement, déstabiliser le gouvernement. À faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce qu'il gagnerait? Les Français vont aller piller le Mali. Il sera content. Comme l'autre le fait au Rwanda, à compte de Congo. C'est normal. Il faut dénoncer ce genre d'attitude. Vraiment, je suis désolé. Il faut dénoncer. Même si c'était... Parce que je pense qu'un Africain, quand un pays africain a un problème, il doit s'impliquer totalement parce que on est tous des frères. Il n'y a aucune raison qu'un pays se lève pour monter non, c'est incroyable, c'est inimaginable. Je n'arrive pas à croire qu'un Africain peut monter des mercenaires pour aller détruire notre pays africain. C'est inadmissible. C'est vrai qu'on l'a vécu. Mais disons que je pensais en cette période où la communication est facile, que ce monsieur devrait faire attention et arrêter ce genre de cinéma. Merci à vous, Monsieur Simo, pour cette première intervention. Je me tourne à présent vers vous. Jonathan Batengene, la société, elle s'appelle SAS. Le terme mercenaire avait longtemps été récusé par les autorités ivoiriennes, mais au vu des nouveaux éléments dont nous sommes en possession, les contrats signés par le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, est-ce qu'il y a encore moyen pour le gouvernement ivoirien de récuser le terme mercenaire qui avait été employé au préalable? Le terme mercenaire qui avait été utilisé est réitéré. Monsieur Wafo, nous avons eu le privilège de commenter cette affaire ensemble. Donc, effectivement. Nous avions dit depuis le premier jour qu'il s'agissait du mercenariat et que c'était des mercenaires. Vous voyez qu'actuellement, les faits ne font que se conforter. Ceux qui croyaient que nous étions dans la théorie du complot peuvent se rendre compte de l'évidence. Il s'agit du mercenariat qui, une fois de plus, révèle le visage tout à fait accablant de M. Ouattara pour la Côte d'Ivoire, parce que, contrairement à ce que nous pouvons présenter, ce n'est pas l'armée ivoirienne qui est accablée, c'est le visage hideux du président actuel de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui est indigne de gouverner cette armée. D'ailleurs, quand tout à l'heure notre patriarche Ndesimo parlait de ce qui s'est passé pendant le défilé, ça montre qu'il y a désormais une défiance au lieu de la confiance entre l'armée et le président ivoirien. Plutôt que d'être l'homme qui, avec cette armée, compose et puis avance, il est l'homme qui désormais a peur devant son armée. Il se cache, il est obligé de faire fouiller ses militaires. C'est aussi dire que dans la lancée que nous avons toujours prônée, dans la lancée que nous avons ouverte, c'est-à-dire l'émancipation du peuple ivoirien, il y a des signaux qui sont envoyés dans la sphère politique ivoirienne et même au niveau du pouvoir. À l'heure où nous parlons, il n'est pas exclu que plusieurs généraux patriotes, plusieurs colonels, capitaines patriotes
soit en train de se dire qu'il est temps de mettre fin à cette récréation. Et quand M. Ouattara tremble, pour nous c'est un signal positif. Parce que hier, il était quand même celui qui se présentait comme étant le plus illustre pion de la France-Afrique sur le continent africain. Et d'ailleurs, quand il s'adressait à Boubou Cissé, vous vous souvenez de l'échange, il disait à Boubou Cissé, eh ben, ce pays 11e il semblait se moquer de la Russie. De la Fédération de Russie. Et il disait d'ailleurs du peuple malien qu'ils sont naïfs. Aujourd'hui, il peut lui-même se poser des questions. Qui est le naïf de l'histoire? Est-ce qu'il n'avait pas péché par excès de naïveté, pas de confiance, de naïveté dans sa relation avec la France, au point de croire que la France lui apporterait la sécurité en tout temps? Le fait de suivre ces militaires, le fait de faire fouiller les militaires au défilé, c'est déjà un indicateur fort. Ça veut dire que, Monsieur Wafo, pendant que vous vous levez le matin, que vous avez toute la latitude de prendre vos aises avant de prendre votre bain, Monsieur Ouattara, certainement, même ses heures de bain sont désormais réglées sur une horloge. Il ne peut plus se déplacer tout seul dans son palais. Il est comme un homme qui est isolé, qui est, comment dire, barricadé. Et ce dernier a désormais peur à la fois de son peuple. Parce que ce peuple-là, il savait déjà que le peuple ne l'aime pas. La nouveauté, c'est que, ayant humilié l'armée ivoirienne, il sait que cette armée a envie de laver cet affront. Donc, il a maintenant peur à la fois du peuple et des militaires qui au moins auraient dû le protéger parce qu'il a relevé leur salaire. Il se retrouve donc dans une situation d'isolement. M. Ouattara est dans une situation très difficile. Au niveau interne, il n'a pas réussi ce qu'il voulait réaliser comme étant un coup de maître, c'est-à-dire la réconciliation. Ça a accouché d'une souris. D'ailleurs, le président Gbagbo et le président Bédié ont refusé d'assister à la fête nationale. C'est la preuve que désormais il est seul dans son film, comme on dit souvent de manière triviale en Afrique. Et il est dans cette position où tous les grands dictateurs se sont parfois retrouvés. Prenons Mobutu, le premier, soutenu par la France, les États-Unis et la Belgique. Mobutu, à la fin de son pouvoir, s'est retrouvé isolé et Mobutu est mort en exil. Nous craignons que, et nous le disions déjà ici il y a quelques mois, nous craignons que le président Ouattara connaisse le même sort qu'un certain Laurent Désiré, un certain Joseph Désiré Mobutu, qui s'est fait appeler Mobutu Sese Seko Mwazabanga. Donc, il n'est pas exclu que ce Ouattara qui est en imposture. Mais il faut se dire aussi une chose. Monsieur Ouattara qui est le maître de l'imposture, qui a fabriqué le mercenariat dans une armée républicaine, parce que l'armée ivoirienne est à la base une armée républicaine. Monsieur Ouattara, c'est aussi l'homme qui veut nous ramener un monsieur qui s'appelle Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. Thiam est rentré il y a de cela quelques jours et il est en train de chercher l'onction. Thiam est d'origine sénégalaise comme Ouattara est d'origine burkinabé. En fait, Ouattara pense que le meilleur modèle de gouvernance de la Côte d'Ivoire, ce sera d'aller chercher les étrangers. Encore une imposture. Comment un tel homme peut dormir en toute quiétude en Côte d'Ivoire? Voilà l'homme qui est accablé par l'armée ivoirienne. Parce que cette armée, nous savons qu'elle veut laver son affront. Cette armée veut laver son honneur. Et cet honneur-là a été sali par un seul homme, qui est donc accablé, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Merci à vous, Jonathan Batengene, pour cette première intervention. Je me retourne à présent vers vous, André Christelle Fanga. Beaucoup le disent, beaucoup le pensent d'ailleurs. Est-ce que vous également, vous partagez l'avis de ceux-là qui pensent que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de vouloir conduire la Côte d'Ivoire dans un conflit ouvert avec le Mali? Alors, vous avez parlé tout à l'heure du chiffre 50. Normalement, c'est 49 militaires arrêtés. Mercenaires. Dont le plus 1. Effectivement. C'est le mercenaire en chef. Qui doit aussi être arrêté. Parce que les 49 sont déjà arrêtés. Donc c'est le mercenaire en chef qui doit être arrêté. Vous voulez que je dise son nom? Le mercenaire en chef. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Donc,
si les 49 mercenaires de M. Alassane Dramane Ouattara ont déjà été arrêtés, il faut que le mercenaire en chef lui-même soit arrêté. Et je voudrais vous dire une chose. Son frère, ou bien c'est son petit frère, ou c'est son fils, qui est ministre de la Défense, qu'on appelle Photocopie, a tenu il y a de cela quelques semaines une réunion avec des marabouts ivoiriens, des marabouts burkinabés. Ils sont même allés en Guinée-Conakry. Ils sont aussi allés à Guinée-Bissau chercher quelques renforts. Pour qu'ils travaillent, ils font des sacrifices pour diviser le gouvernement de transition du Mali. Ils étaient au total 17 marabouts. Je donne des détails pour que les gens comprennent. 17 marabouts. Alors, quand quelqu'un se comporte comme ça, vous voulez que nous, les Africains, on l'encourage avec quoi? Qu'on soit d'accord avec lui comment? Et tous ceux qui ont déjà pris la parole tout à l'heure vous ont déjà démontré qui est ce personnage. Mais écoutez, l'armée ivoirienne est en prison. Parce que l'armée que M. Ouattara utilise n'est pas l'armée ivoirienne. Il faut le dire clairement. C'est les mercenaires, c'est les dozos, c'est les comzones que M. Ouattara a légiféré. Parce que pour ceux qui se rappellent de la crise post-électorale, on sait qu'il y a une certaine catégorie de comzones, de dozos et tout ça qui ont accompagné M. Ouattara jusqu'à prendre le pouvoir. C'est eux qu'on a donné des galons. C'est à eux qu'on a donné des fonctions pour justement devenir des vrais militaires. Parce qu'il a pris un acte, n'est-ce pas, présidentiel, modifiant, faisant des forces de libération. Ils avaient un nom, les introduisant dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Donc, la plupart des responsables militaires actuels de Côte d'Ivoire ne sont pas des militaires légitimes. La preuve en est, dans son faux décret de grâce présidentielle, il y a 2 militaires qui ont été libérés, qui étaient du camp de l'ancien commandant de la marine, et je crois des forces de gendarmerie aussi, qui étaient libérés. Donc vous voyez que la vraie armée de Côte d'Ivoire était en prison. Donc M. Ouattara utilise les mercenaires depuis longtemps. Donc ceux qui maintiennent actuellement, ceux qui sont dans la garde rapprochée en dehors des étrangers, parce que vous savez qu'il a fait recruter des étrangers au niveau de sa garde rapprochée. Aujourd'hui, il travaille avec ces mercenaires-là et il croit que ces dozos comme zone-là sont ceux qui vont l'aider à se maintenir au pouvoir. Non. Je vous ai dit, vous avez bien parlé, c'est comme si vous savez, vous étiez dans ma pensée en disant 50 mercenaires. Mais normalement, c'est 49 qui a été arrêté. Donc, il reste le mercenaire en chef. Il faut qu'il soit arrêté ces jours-ci. Et ça, la crainte que nous tous nous avons remarquée, n'est-ce pas? Lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec ce tremblement où les vrais militaires de Côte d'Ivoire étaient fouillés par les dozos, par les comzones, par les mercenaires. Vous voyez l'imbécilité que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Les vrais patriotes, des vrais militaires sont plutôt mis en mal par rapport aux mercenaires. Les vrais Ivoiriens sont chassés, pourchassés, sont emprisonnés. Les vrais Ivoiriens sont mis en mal. La preuve en est. Vous avez une cérémonie comme le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous envoyez l'invitation à M. Bédier. Vous envoyez l'invitation à M. Laurent Gbagbo. Et tous ne viennent pas, tous sont les anciens chefs d'État selon ce qu'ils déclarent, n'est-ce pas? Parce que moi, je reconnais que le seul président de la République actuelle de Côte d'Ivoire s'appelle M. Laurent Gbagbo. Parce que s'il a été libéré de la haie, ça veut dire qu'on le remet à sa position en disant qu'il est acquitté. Parce que la seule chose qu'il a envoyée à la haie, c'était qui a gagné les élections. On disait qu'il n'a pas gagné les élections, il a pris le pouvoir par la force. Donc on l'a envoyé là-bas, finalement on l'a acquitté. Donc monsieur l'imposteur,
monsieur le mercenaire, monsieur le brigand, le truand, Alassane Dramane Ouattara, doit libérer le pouvoir et que les Ivoiriens puissent se mobiliser davantage pour que le 4e mandat qu'il est en train de rechercher, parce qu'il est en train de chercher le 4e mandat avec tous ces soi-disant ajouts de ceci, les petits bonus qu'il met dans les salaires, qu'il met dans les allocations familiales et tout le reste là. C'est du pipeau, c'est de la campagne électorale. Donc, nous voulons dire aux Maliens, ils savent qu'ils sont en guerre depuis longtemps avec M. Alassane Dramane Ouattara. Ils ne sont pas en guerre avec la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se comprenne très bien, M. Wafo. Dites à nos frères maliens, ils ne sont pas en guerre contre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Ils sont en guerre contre un individu qui a mis un système en place qui veut déstabiliser parce qu'il faut obéir au doigt et à l'œil du colon, c'est-à-dire de la France. Et d'ailleurs même, on a dévancé M. Alassane Dramane Ouattara. Il y a un gars qu'on appelle Sissoko Ambalo, qui a posé sa demande, son recrutement comme le porte-parole maintenant de la France-Afrique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous le savez, lors de la dernière visite, n'est-ce pas? Il a dit qu'il va mettre en place une force anti-push. Il a quel moyen pour mettre une force anti-push? Et le push là, ça serait contre qui? Les pushistes là, c'est les qui? C'est au Mali, n'est-ce pas? En fait, quand vous voyez ce système se mettre en place, vous comprenez que M. Macron est venu donner des moyens pour ces gens-là pour essayer de déstabiliser le Mali. Mais ils ne peuvent pas arriver parce qu'on va concentrer les gens sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire ou bien sur les mercenaires ivoiriens alors qu'en arrière-plan, tout se prépare de l'autre côté avec des gens comme Sissoko Ambalo, avec des gens comme Nana Akufo-Addo. C'est Nana Akufo-Addo? Président ghanéen. Président ghanéen. Donc, voilà comment la stratégie de l'encerclement. Donc, il faut que nos frères maliens sachent qu'ils ne sont pas en guerre contre le peuple. D'ailleurs, la CEDEAO des peuples fonctionne normalement. Je le répète encore, la CEDEAO des peuples fonctionne normalement. C'est-à-dire les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés et tous vivent dans la paix. Mais la CEDEAO institutionnelle, c'est-à-dire des soi-disant des sous-préfets, des gouverneurs qu'on a placés là, en disant que non, c'est les chefs d'État, c'est eux qui sont le problème. Parce que les peuples, eux, ils vivent en harmonie. Mais les chefs, soi-disant, veulent créer le chaos parce que la vérité, c'est que l'effet de contagion est déjà pris. Parce que vous voyez le Burkina Faso, c'est l'effet de contagion. Hein? Le Guinée-Conakry, c'est l'effet de contagion. Vous avez vu que Sissoko Ambalo lui-même a raté. Il a accusé les narcotrafiquants. Mais c'était l'effet de contagion. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que on en a marre de la France-Afrique. Et tous les France-Africains qui sont installés actuellement au pouvoir seront chassés. Je vous dis déjà, les jours de Ouattara sont comptés. Soyez-en sûrs. Merci à vous, André-Christelle Fanga. Je me tourne à présent vers vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Les tentatives ne cessent de se multiplier en ce qui concerne la déstabilisation du peuple malien venant de la Côte d'Ivoire. André-Christelle Fanga a bien fait d'émettre cette précision. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui est, on va dire, en conflit avec l'État malien, c'est l'establishment, l'équipe dirigeante de la Côte d'Ivoire qui semble vouloir mettre à mal les autorités maliennes de la transition. Est-ce que d'après vous, au sortir de cet autre élément qu'on a en notre possession, ce contrat qui accable une fois de plus l'armée de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et ces mercenaires, comme le disait André-Christelle Fanga, réussiront finalement à venir à bout de ce patriotisme fort qui s'est développé du côté du Mali? Parce que le Mali n'est pas seul, c'est une lame de fond qui vient du plus profond des populations africaines. Nous voulons le panafricanisme. Ça fait un moment que la chose a été lancée, hein. Ça a mis du temps, maintenant ça a amorcé. Et le mouvement de transition malien, lui, il a l'avantage de s'appuyer dessus, de ce mouvement de fond qui remonte au peuple. Et alors que M. Ouattara, lui, c'est un endocolon, Ambalo, endocolon. Je peux citer quelques noms, hein. Macky Sall, endocolon. Nana Akufo-Addo, endocolon. Le chef d'État togolais, là, fort. Yassine endocolon. Bon. Ouais, super endocolon, ils sont ensemble. J'ai failli oublier celui-là.
en deux colons en chef avec Ouattara. Ils se disputent qui sera devant l'autre. Alors maintenant, une chose est sûre. Dans les populations, eux, c'est serein. Il n'y a pas de souci là-bas au niveau des populations. Puisque au niveau de Mali, on voit, la population est en joie. Ils ont le gouvernement qui est en accord avec eux. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ça je parle pas pour le Mali. En Côte d'Ivoire, c'est la tristesse, c'est l'oppression. Les gens qu'on a mis en prison, bon, certains, peut-être qu'on a sorti un gendarme et un militaire, la marine, mais voilà, c'est tout. Mais les autres sont en prison. J'ai vu Pulchéry Balé, juste faire un voyage au Mali, elle est suivie de toutes parts. Finalement, quand elle revient, on l'interroge, on l'amène à la préfecture. Effectivement. Voilà. Donc voilà M. Ouattara, son visage hideux. Elle est d'ailleurs Pulchéry Balé, pour mettre de l'eau à votre moulin, est d'ailleurs attendu encore par la justice ivoirienne entre mercredi et jeudi. Voilà des gens qui maltraitent en population et ils viennent nous faire croire que les mercenaires qu'ils ont dépêchés au Mali, c'est eux qui sont à plaindre. Ce sont des mercenaires qu'ils ont envoyés là-bas et je vais essayer de donner quelques raisons. Bon. Primo, M. Ouattara finira au mieux pour lui comme a fini Idi Amin Dada. Il faut revoir le film. Idi Amin Dada était mal inspiré d'attaquer la Tanzanie. Depuis un moment, il passait son temps à insulter Julius Nyerere. Je connais l'histoire. J'étais jeune, mais j'ai suivi. Et un beau jour, je ne sais pas par quelle folie, il envoie ses soldats pour envahir la Tanzanie. Mal lui en a pris. Et les troupes tanzaniennes ont répliqué. Et en plus, à la suite des troupes tanzaniennes, il y avait des Ougandais qui s'opposaient à Amin Dada, qui étaient déjà préparés. Voilà. Si M. Ouattara, au mieux, c'est ce qui va lui arriver. Je dis au mieux. Ok? Au pire, parce que la plus douce, parce qu'Amin Dada a quand même pu s'enfuir dans les pays du Golfe. Effectivement. Voilà, ça c'est au mieux. Au pire, les Iraniens même l'attrapent et règlent son compte le jour où ils l'ont attrapé. Avec un jugement sommaire, parce que nous on n'attend pas, on connaît déjà, il est déjà coupable. On connaît. Parce que quand tu mets Laurent Gbagbo, on l'envoie à la CPI, et puis il a acquitté, mais qui est coupable? Qui a coupé une tête et on l'a tapé dessus comme un ballon? Et qu'est-il arrivé aux gens de l'Est, là le peuple ouais. Le ouais, ok, etc., etc. Et même Ibé, qui était de son camp, Ibé, le sang de Ibé, Ouattara doit en répondre. On fait comme si ça, Ibé n'a jamais existé. Ibé a existé, le commandant invisible. Et Ibé, il doit répondre de Ibé. Et puis même, ceux qui étaient avec lui, son premier ministre, qui meurt bizarrement, il doit répondre de ces gens-là. Même si c'était ces gens qui l'ont accompagné. Il a quand même versé leur sang. Son troisième mandat dans le sang, il doit répondre de ça. Donc quand quelqu'un a un tel pédigré, c'est pas lui qui va nous faire croire que c'est un ange. Et dans le cas présent, qui a condamné le Mali? Qui a imposé l'embargo? Qui a insisté pour que l'embargo persiste? En d'autres termes, qui a voulu faire souffrir, qui a fait souffrir et a voulu continuer à faire souffrir la population? C'est pas du Mali, c'est pas Ouattara. Donc, vous voyez que pour M. Ouattara, les populations du Mali ne sont pas ses frères. Et si les populations maliennes ne sont pas ses frères, alors que les populations maliennes sont les frères de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'est pas non plus quelqu'un qui est frère avec les populations de Côte d'Ivoire. Il est qui donc? Ben, c'est simple. Nous savons que Ouattara, c'est peau noire, masque blanc. Donc pour moi, Ouattara, c'est un blanc. Au sens politique du terme, je renvoie encore Ouria Boutelja, pour ceux qui veulent la lire. Ouattara est un blanc, hein, parce que dans le problème, là, dans ce conflit-là de libération, non seulement du continent africain, mais du reste du monde aussi, tous ceux qui sont du bon côté sont forcément du côté des Africains. Donc ils sont noirs. Par exemple, Vladimir Poutine. Tous ceux qui sont de l'autre côté, qui oppriment les Africains, c'est des blancs. Ils sont blancs. Même quand ils sont apparemment noirs, ils sont blancs. Et ceux qui sont blancs, qui sont du côté des Africains, même s'ils sont apparemment de peau claire, ils sont... Puisque tout le monde est descendant d'Africains. Bon, ben non, on dit noir et blanc. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas... Les grilles n'existent pas. Il n'y a pas de gris. Dans ce combat-là, un camp doit gagner, c'est le camp des noirs. L'autre camp doit perdre, c'est le camp des blancs. C'est aussi simple que ça. Et ça, ce sont des notions politiques fortes. Il faut l'intégrer. Je dis qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Ouria Boutelja qui a écrit là-dessus. Elle donne des qualificatifs. C'est que... Attendez. En fait, c'est intéressant. Il faut lire son livre même. C'est intéressant parce que quand on dit noir, ça veut dire que ça renvoie à toute l'histoire. Chez les noirs, ça veut dire l'Afrique. Depuis les origines de l'homme. Jusqu'à finir esclave alors que tu es la première humanité. Ok? Jusqu'à finir pauvre alors que c'est toi qui es l'essentiel des richesses de l'humanité. C'est ça noir. C'est ça noir. Tout le monde doit l'assumer.
Parce que tout le monde est d'ascendance noire. Même les blancs, ceux qui ont apparemment blancs là, on parle des Codernes. Bah, leurs ancêtres c'est quoi? C'est pas des Mélodernes. Donc maintenant le qualifié de noir, il faut l'assumer. Noir. Bon, peut-être que certains blancs, ceux qui sont blancs d'apparence, quand on dit nègre, ça les gêne. Donc on a dit noir seulement, hein, black. Ok. Voilà, on n'a pas dit nègre. Assumez seulement noir, ça ira. Donc noir. Ok. Monsieur Ouattara, je répète, c'est un blanc. C'est-à-dire, définition du blanc, c'est l'impérialiste. Le blanc, c'est l'usurpateur. En quoi il est usurpateur? Vous savez, depuis toujours, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens ils croient que c'est... Ils croient l'inverse. Ok? La couleur du deuil, c'est le blanc. Je répète, depuis que l'humanité existe, jusqu'à une certaine date que j'ai donnée, la couleur du deuil, c'est le blanc. Il est venu comment que la couleur du deuil est devenue le noir, la couleur du deuil. Alors que le noir, c'est la couleur des dieux. Regardez les dieux égyptiens. Mine de noir. Tous ces dieux égyptiens, Amon, noir. Et aussi, les statues de Amon, mine, tout ça là, sont en diorite noir. La pierre la plus noire possible. C'est du diorite. Comment ça se fait que on est passé, la couleur est devenue le noir? La couleur de l'infamie. Quand c'est marché noir. Quand c'est négatif, c'est noir. C'est noir. Black market, même en anglais, c'est pareil. C'est venu d'où? Alors que ce n'est que c'est Catherine de Médicis. Et nous sommes là au XVIe siècle. De la grande famille Médicis. Oui. Elle était veuve Henri IV. C'est elle qui, au deuil de son mari, s'habille en noir. Et comme elle était reine, tous les autres limites. Maintenant, c'est passé de la France à l'Angleterre, mais même jusqu'en Afrique. C'était pas chrétien. Pour ceux qui pensent, c'était pas chrétien. Regardez même chez la couleur, encore dans les pays en Asie, même dans les pays arabes, en Inde, partout, la couleur du deuil, c'est le noir. Ok? C'est le blanc. Excusez-moi. Mauvais lapsus. La couleur du deuil, c'est le blanc. Le noir, c'est la renaissance. Vous êtes étonné pourquoi? Je vais vous expliquer. Le blanc, ça veut dire qu'on réfléchit toutes les couleurs. Donc, l'énergie ne l'absorbe pas. Le noir, on absorbe toutes les couleurs, on absorbe l'énergie. Mais c'est l'énergie dont on a besoin pour vivre. Ça parle de soi. Donc la couleur, la froideur, la couleur du deuil, la mort, c'est le blanc. Même les ossements, les scellés, s'il n'y a pas de patine dessus, ils sont blancs. Les ossements, s'il n'y a pas de patine, c'est blanc. La patine, c'est tous les dépôts là, du fait que c'est exposé depuis. C'est blanc. Les os là, ils sont blancs. Ok? Donc, là, alors, donc, revenons donc sur notre sujet. Je disais donc que dans le cas du Mali, M. Ouattara, ce qu'on prétend être un conflit, M. Ouattara a envoyé 49 mercenaires. Fanga a dit que lui-même est le 50e. Il a envoyé 49 mercenaires pour déstabiliser le Mali. En toute logique, ça entre dans tout ce qu'il a entrepris jusque-là pour déstabiliser le mouvement de transition, qui est à l'appui de son peuple. On ne peut pas, si on est africain, et même simplement, si on est juste, déstabiliser un pouvoir qui a l'assentiment du peuple. On a vu les manifestations. Okay? C'est le peuple qui est derrière. Sans le peuple, peut-être qu'avec toutes les tentatives qui ont été faites, ce gouvernement ne tiendrait plus. Vous savez? Donc comment on peut être africain et prétendre défendre une union sous-régionale, être contre un gouvernement qui a l'assentiment du peuple? Comment on peut passer son temps à lutter contre ce gouvernement et oublier le terrorisme? Alors que le gouvernement doit libérer le continent du terrorisme. Parce qu'en libérant le Mali terroriste, c'est le continent africain qui libère le terrorisme. Puisque le Mali est en Afrique. Donc comment on peut donc tout faire pour condamner ce gouvernement? On ne parle jamais des terroristes, et je dirais même qu'on les protège, hein, mais toutes les flèches, et le second sujet va le préciser, sont dirigées contre le Mali. Maintenant on envoie 49 mercenaires. M. Ouattara est tellement, je dis le mot, bête. Vos propos vous engagent, pour Mbele. Mais je vais expliquer. Hein. La bêtise, c'est le fait, quand vous faites une erreur, errare humanum est perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais si vous persistez dans l'erreur, c'est une faute. Diabolicum, c'est la faute. Le diable, c'est le fautif. C'est une faute. Ce monsieur, il va d'erreur en erreur. Regardez comment ça s'est soldé. Ils ont mis un embargo contre le Mali. Ça s'est soldé qu'ils ont défait leur embargo. Puisque les populations qui ont trouvé, les Maliens, ils se sont arrangés et à commencer par les Ivoiriens, la Côte et peut-être même Ouattara lui-même, ils en souffraient plus. Donc ça c'est bête. Bon, mais ce n'est pas suffisant, j'ai dit persister dans l'erreur, on continue. Tu envoies 49 mercenaires. S'ils étaient si brillants, pourquoi ils sont fait attraper? Je sais que la devise à les gens étrangers, c'est fais tout ce que tu peux, mais ne te fais pas attraper. Eux ils sont fait attraper. C'est pas bête ça. Je multiplie,
Je continue, non? Ok, le Wacron, c'est où le Wacron? Hein? Voilà, le CFA va bientôt finir. M. Ouattara fait une sortie avec M. Macron. Ok, on est dans la zone de Wacron. On nous dit juillet 2021. Vous avez vu quelque chose? Non. Nous sommes maintenant un an plus tard. Nous sommes déjà en août tout le monde. On était censé passer du CFA à l'écho. À l'écho, c'est où? Ce monsieur qui prétend être le meilleur exemple du monde de FMI, il annonce en mondiaux. Vous avez écouté les visios, non? Avec Boubou Cissé, là. Effectivement. Hein, dans lequel il dit, ah, la Russie même, est-ce que, mais ils sont comment là? La Russie, est-ce que c'est une économie? Est-ce que... Et il dit qu'il était expert au FMI, hein, c'est un truc comme ça, là. Bon. Ça, c'est intelligent, ça. Toi, tu oses qualifier la Russie qu'aujourd'hui, sa monnaie marche bien sur le climat. La Russie n'a aucune dette, ni extérieure, ni intérieure. La Russie a 2 ans de devises pour pouvoir satisfaire à ses importations si elle en a besoin. 2 ans. Hein. Okay. La Russie se suffit à elle-même, à la limite, en termes de gaz, matières premières, elle en a. Elle n'a pas besoin de les piller comme le font les pays qui sont les modèles de Ouattara comme la France. Okay. Donc, s'il était si intelligent, parce que quand je dis bête, c'est le contraire d'intelligence du français. Hein. Donc, s'il n'est pas intelligent, c'est qu'il est bête. Il faut choisir. Le tiers est exclu, on a une logique triviale. Donc, s'il était si intelligent, comment il peut commettre de telles erreurs? Comment il peut commettre à répétition? Tu sais, tu fais ça une fois. Nous arrivons d'être bêtes. Je peux faire quelque chose. Ah, je dis, ah, mais là, j'ai été bête. Hein. Ça arrive, non? Ah, aussi bon. Ça arrive. Mais la répétition, c'est que tu es vraiment bête. Voilà. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Je me tourne à présent vers vous une fois de plus, Jonathan Batenguene. Au vu de ces nombreuses tentatives qui sont à chaque fois mises en déroute par le vaillant gouvernement de transition du côté du Mali, est-ce que on peut dire que les actes du président Alassane Dramane Ouattara sont dangereux à la fois pour les Maliens qui sont au Mali, mais également pour à peu près de 4, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a environ 4 millions de Maliens qui vivent du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dangereux également pour ces Maliens qui sont du côté de la Côte d'Ivoire? Pas dangereux, il n'y a pas de danger. Hein. C'est pas une guerre entre deux peuples. Vraiment, nous ne pourrions pas dire de telles choses. Vous savez, le peuple ivoirien est victime de Ouattara, victime de la dictature france-africaine incarnée par Ouattara. Le peuple malien lui-même, quand il entrevoit sa liberté à travers le digne président patriote Assimi Goïta, il ne perçoit pas le peuple ivoirien comme son adversaire. Surtout que hier, le peuple malien, ou du moins une bonne partie de Maliens vivant en Côte d'Ivoire, ont été entraînés dans une erreur. Ils ont été entraînés à soutenir M. Ouattara. Donc le peuple malien qui vit en Côte d'Ivoire ne sent que justice rendue désormais parce que leurs yeux s'étant ouverts, leurs yeux ayant été ouverts sur la réalité de l'homme qu'ils ont soutenu, eux-mêmes souhaitent simplement de voir ce M. Ouattara être démis de sa position de dirigeant de la Côte d'Ivoire. En fait, le peuple malien qui vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui constitue plutôt une arme de pression que le Mali peut utiliser contre la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous que demain matin, les Maliens décident en soutien avec le gouvernement de transition d'arrêter d'assurer le fret entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous imaginez les pertes pour l'industrie du transport en Côte d'Ivoire? Ce sera énorme. Si les Maliens décidaient d'arrêter le trafic de bovins entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vous imaginez les pertes? Ce sera énorme. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt une arme de dissuasion qui peut être mobilisée à tout moment par le gouvernement malien. Parce que la grosse dépendance de l'économie ivoirienne vis-à-vis de cette diaspora malienne fait que toute action de cette diaspora pourrait fortement déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est des facteurs que M. Ouattara a expérimenté malheureusement lorsqu'il a tenté son embargo. Vous vous souvenez que M. Wafo, c'est cette diaspora malienne qui continuait d'assurer le transit entre le Mali et la Côte d'Ivoire, violant l'embargo que M. Ouattara et ses maîtres de l'OTAN avaient essayé d'imposer au Mali.
Il y a une fraternité entre le peuple ivoirien et le peuple malien aujourd'hui. Souvenez-vous de l'appel de M. Okosisi Baba Nicolo avec cette dame, cette grande dame de Côte d'Ivoire qui visait une période, une grève. Je crois que c'était le 22 juillet. Mais le mot d'ordre avait été passé autant aux populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire qu'aux populations burkinabè, aux populations guinéennes et aux populations ivoiriennes. C'est dire que l'osmose désormais entre les peuples fait que ces peuples ont transcendé les considérations france-africaines. Ces peuples connaissent désormais quel est leur intérêt. Et ces peuples savent que le combat pour la liberté est un combat contre les ennemis de l'Afrique. Et l'ennemi de l'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Oui, le professeur Mbelek a clairement expliqué. Ouattara, d'après Frantz Fanon, est ce qu'on appelle un individu à la peau noire, mais qui vit comme un blanc, qui se prend pour le blanc. Ici, le blanc n'est pas à voir au sens de la peau. Ce n'est pas la racialité qui est construite là. Non. Dans l'entendement de Frantz Fanon, la peau blanche signifie simplement le sentiment de supériorité raciale, c'est-à-dire le racisme qui avait été exprimé vis-à-vis des Noirs. Et ce racisme continue dans les assimilés, ceux qui ont été assimilés à celui qui était hier le colon sur le territoire. Oui, c'est ça l'entendement de M. Ouattara en tant que blanc. C'est quelqu'un qui se sent comme un assimilé. D'ailleurs, il se sent privilégié. Il était au FMI. Il était parmi ceux qui ont orchestré la dévaluation du franc CFA. Il est l'un des acteurs de la démobilisation des économies africaines et de l'endettement africain. Il est l'un des pions de la France-Afrique. Il est l'homme qui a tué 3000 Ivoiriens pour passer sur ses corps, aller chercher M. Laurent Gbagbo qui était président. Il est l'homme qui a manipulé l'ONU en complicité avec la France. Il se voit tout puissant. Il se dit, si je ne suis pas un blanc, est-ce qu'un noir peut faire ça? Dans sa chambre, on se connaît entre Africains. Il a dû souvent se dire, je suis un blanc à la peau noire. Et nous le répétons, il se sent donc blanc à la peau noire. En fait, quand il dit blanc, il le dit dans le sentiment raciste de supériorité raciale. C'est le sentiment profond de M. Ouattara. Et vous pensez que les Maliens seraient tentés de s'inquiéter parce que M. Ouattara est inquiet? Non. Les Maliens de Côte d'Ivoire sont plutôt solidaires aujourd'hui du combat du président Laurent Gbagbo, le combat de Okosisi Baba Nicolo et de tous les combattants de Mme Cissé, de Mme Yao, toutes ces dames-là qui se battent en Côte d'Ivoire pour que soit restaurée la dignité du peuple ivoirien. Monsieur Ouattara est isolé sur la scène internationale. Regardez à la fête nationale. Qui étaient ses invités? Mbalo, un homme qui a échappé par la fenêtre d'un coup d'État il y a quelques jours. Mbalo, qui d'autre? Georges Weah. Oh, mais ça, vous voyez encore d'autres. Les gens sérieux n'y étaient pas. Georges Weah, vous vous souvenez que c'est au Libéria que l'on est en train d'entraîner des combattants qui vont aller se battre, qui se battent au Mali. Pas qui vont, parce qu'ils se battent déjà. Et la brave riposte, nous saluons encore tous les militaires maliens qui, dans l'opération Kélétigui, sont en train de réaliser un exploit formidable, mettre en déroute tous ces soldats. Et ce matin, le président Assimi Goïta a encore reçu un important matériel militaire venant de Russie. Des chasseurs. Cette fois-ci, ce n'est plus les jeux qu'ils avaient voulu orchestrer avec la France, leur donner des fusils en bois pour leur dire entraînez-vous et vous faites comme dans des jeux d'enfants, de bandits, police, popo. C'est la réalité. L'armée malienne monte en puissance. C'est pas toute la blague à laquelle la France nous avait habitués. Les Russes sont en train d'équiper les Maliens. Et ce qui se prépare, c'est que le Mali a pris conscience que les forces de l'OTAN qui sont au Niger, c'est des forces en attente. Que la CEDEAO n'attend que le mot d'ordre pour se mettre en rang de guerre pour attaquer le Mali. Et que les attaques qui sont actuellement perpétrées avec les rapports des organisations factices et des enquêteurs factices, mais des rapports qui avaient été préécrits. Je crois que c'était avec vous, M. Wafo, que nous le disions. Effectivement. Les rapports étaient préécrits et ils sont en train de réaliser ce que nous disions.
ils sont en train de confirmer que ces rapports étaient préécrits. Ils parlent de commission d'enquête. C'est pour amener ces rapports qui ont été en fait écrits au Quai d'Orsay et pas avec sur le conseil des stratèges de Washington. C'est là ils attendent simplement de paraffer des missions spéciales ou de donner quitus à la CEDEAO ou à la France d'engager la recolonisation du Mali, qu'ils vont appeler opération de protection des populations. C'est ça ce qui est derrière. Monsieur Ouattara, dans toute cette histoire aujourd'hui, c'est le tout petit bonnet pour pousser. Pourquoi? Il a échoué. C'est 49 militaires qu'il avait envoyés. C'est les forces spéciales, nous le disions. C'est une opération clandestine de forces spéciales. Les gars ont échoué. Comme le disait le professeur Mbelek, la devise des forces spéciales, c'est de frapper sans être vu. C'est de frapper à l'insu de tout soupçon. C'est de frapper, c'est les forces invisibles. Mais lorsque les forces invisibles, dont le sommet de la sécurité ivoirienne, se fait attraper par un policier, vous imaginez un policier. Les forces invisibles sont devenues visibles. Non, mais c'est grave. Généralement, pour les faire attraper, il faut les agents de contre-renseignement. Mais là, vous avez un policier à l'aéroport qui les identifie et il les fait arrêter 49. Aucun n'a échappé. Mais c'est dire que même dans leur entraînement, c'était aussi quelque chose de factice. Mais M. Ouattara devrait quand même tirer des leçons. Hein. Parce que s'il y a quelque chose, ces Français avaient entraîné les soldats maliens avec des fusils de bois qui ne tirent pas. Donc, si vous donnez les forces spéciales et vous dites que c'est les forces spéciales, M. Ouattara, posez-vous les bonnes questions. Ces gens sont-ils capables de vraiment former des bons soldats? C'est la preuve aussi que la France a mal formé ses forces spéciales. Parce que ces forces spéciales sont formées ici au Gabon et ils sont aussi formés en Côte d'Ivoire. Mais la France les forme mal. Et conséquence, ils sont incapables d'agir comme de véritables forces spéciales. Ils ont été arrêtés. Et M. Ouattara aujourd'hui est isolé dans le bloc de l'OTAN. On lui dit, monsieur, on te faisait confiance, tu as échoué. On va te mettre de côté, tu regardes les choses se faire. Les choses sont remontées chez Akufo-Addo. Et puis même Macron, quand il est revenu, il a posé un geste que nous devrions regarder. Il a dit à Mbalo, je vois que tu es le plus mauvais de tous. Tu ne peux même pas me poser de résistance. D'ailleurs, il y a un coup d'état auquel tu as échappé. Donc tu es illégitime. Mais je peux t'assurer de la sécurité et même te donner un peu d'argent. Vous savez, on l'a trompé avec 21 millions d'euros. C'était ma première fois de voir un pays à qui on dit, on va financer votre agriculture, 3 millions d'euros. Et Mbalo a applaudi avec les deux mains. Il a failli même se briser les doigts. Parce qu'il était tellement fier de voir 3 millions d'euros. Un chef d'État africain, assis sur des mines d'or. 3 millions d'euros, il était très fier. On lui dit, enlève ta cravate. Il enlève, il jette. C'est le gars du corps qui récupère. Il enlève la chemise, il déboutonne. Il veut marcher comme Macron. Il arrive devant les populations, il se met à saluer. Vous voyez que ce genre d'homme, Macron a choisi l'homme qui n'avait pas de personnalité, qui n'a aucun crédit politique, et il en a fait son larbin. Peut-être même que Macron, lui, il a fait de là-bas son QG. Il dit ici, il n'y a même pas un général comme en Côte d'Ivoire qui va dire non, nous sommes quand même les Ivoiriens, il faut que nous réfléchissions. Et il n'y a pas quand même un Ouattara qui a quand même un CV qui va dire non, je suis quand même un expert du FMI, laissez envoyer mes mercenaires. On lui dit non, les tiens ont été arrêtés, laisse, la France va faire elle-même maintenant. C'est pourquoi on choisit Mbalo, aucune personnalité. On amène le footballeur parce qu'on l'a quand même récompensé d'un ballon d'or quand il était au Paris Saint-Germain. Donc, on lui dit, reviens maintenant. La France, la grande France veut faire de toi un homme important. Et qu'est-ce que le Libéria peut importer de mieux? Les rebelles. Dit, tu vas importer ta matière première, la rébellion, sur le territoire du Mali. Voilà le plan qui est en train de se tisser. Et Ouattara les appelle pour leur dire, venez au défilé, dites-moi quand même qu'est-ce que vous avez causé avec Macron. Il t'a proposé quoi? Ça va se passer comment? Moi, on m'a mis ici, je ne peux plus parler. Vous voyez un peu? Il est isolé. Il cherche même simplement à s'informer sur ce qui se passe désormais dans la sous-région. Parce qu'il n'est plus un homme qui compte. Nous l'avons dit, l'échec de cette mission allait déterminer les fameux dialogues de réconciliation. Et c'est parce qu'il y a eu cet échec, cette mission cruciale qui allait être menée par les forces spéciales ivoiriennes, parce qu'il y a eu cet échec que M. Ouattara se trouve au banc de touche international. Désormais, il regarde le match depuis le banc de touche. Les acteurs, c'est des gens qui ne comptaient pas. C'est les deux hommes qu'il a reçus. M. Georges Weah
et M. Mbalo. C'est devenu là le nœud à partir duquel la France veut reconstituer les forces de nuisance sur le Mali. Parce que les États-Unis ont essayé d'envoyer les Ghanéens. Les opérations qui ont eu lieu dernièrement, beaucoup de soldats de forces spéciales de la sous-région sont impliqués. Les Ghanéens, par exemple, eux également sont en mission. Ils ont reçu pour mission d'aller déstabiliser le Mali. Mais le Mali, donc, ayant compris cela, est en train de se préparer. M. Ouattara doit donc comprendre que le Mali, au-delà de conserver ses 49 militaires, nous disions qu'ils vont bientôt être jugés. Et peut-être qu'après leur jugement, s'ils sont condamnés à mort, ils seront exécutés. Les militaires maliens sont en train de préparer la grande riposte. Donc, en dehors de regarder le match à distance, M. Ouattara, non seulement risque lui-même d'être balayé par une révolution populaire, mais il risque lui-même d'assister à la débâcle, la première grande débâcle de la CEDEAO et de l'OTAN mélangées en Afrique. Ce sera le plus grand déclin d'un homme qui a fait naïvement confiance à des gens qui n'ont aucune consistance. Merci à vous, Jonathan Batengene. Je me retourne vers vous une fois de plus, Monsieur Simo. Il faut dire que les erreurs se multiplient depuis que les autorités de transition maliennes sont arrivées au pouvoir. Elles ont tout d'abord résisté à cet embargo. À la suite de l'embargo, ce dernier a été levé. À la suite donc de cette levée d'embargo, des attaques terroristes se sont multipliées, les mercenaires ont été arrêtés. Cette fois-là, les attaques n'ont cessé de vouloir oppresser le Mali, mais les autorités de la transition du côté du Mali ont toujours trouvé la parade pour se sortir des mauvais pas qui étaient placés sur leur chemin. Est-ce que, d'après vous, M. Simo, l'avenir des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire est désormais un avenir trouble? Parce qu'il faut dire que malgré tout, les autorités maliennes sont toujours dans la diplomatie. Elles essayent toujours de trouver le mot juste, le mot qui va essayer d'apaiser les tensions. Mais de l'autre côté, on semble ne pas comprendre la diplomatie. Est-ce que d'après vous, l'avenir des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali est un avenir plutôt sombre? Je dirais en réalité que c'est un problème de gouvernement, c'est pas un problème du peuple malien ivoirien. Effectivement, parce que c'est les gouvernements qui font la diplomatie. Bien sûr. L'Empire du Mali. Rappelez-vous l'histoire de l'Empire du Mali. Ce n'était pas, il n'y avait pas de frontières. Ce sont les Occidentaux qui sont venus mettre des frontières entre les pays africains. En réalité, le peuple ivoirien et le peuple malien, c'est un même peuple. Même le peuple du Burkina, tout ça, c'est un même peuple. Donc, il y a tellement de croisements entre le peuple qu'on ne peut pas parler d'une guerre future. Les gens vont s'entretuer, mais le peuple va demeurer serein dans leur croyance en un pays africain. Parce que pour la simple raison que, regardez à peu près ce qui se passe. Quand il y a des problèmes, par exemple, les mercenaires qu'on a attrapés, vous avez entendu un seul pays africain protester? Or, les pays riverains devraient protester énergiquement, se mettre même ensemble pour condamner M. Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Silence total. Au contraire, personne ne dit rien. Même la prétendue CPI, qui est là pour prétendre régenter la justice dans le monde entier, ils sont silencieux, ils ont perdu leur voix. On n'écoute rien. Donc c'est dommage parce que, je dis encore, ce qui m'embête le plus, c'est qu'aucun pays africain n'a protesté contre ce qui se passe au Mali. C'est inimaginable. Aucun pays, je n'ai pas encore entendu un seul pays dénoncer ces mercenaires qui sont partis au Mali. C'est comme si demain, il y a le feu chez le voisin, tu vas te dire, non, moi, comme c'est chez le voisin, je ne t'ai pas, en oubliant que ce feu peut t'atteindre chez toi. Je pense que quand ta barbe se mouille, la barbe du voisin se mouille, s'enflamme, il faut mouiller ta barbe. Parce que ça peut atteindre ta barbe également. Et vous avez vu à peu près ce qui s'est passé pendant la prétendue fête, 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire. La fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance. Le monsieur a invité le président Barbeau et Bédier. Je veux rappeler encore une fois que les aigles et les moineaux ne volent pas ensemble. Monsieur Ouattara, c'est un moineau. On est dans l'instant proverbe, monsieur Simon. Enfin, prenez ça comme vous voulez, mais j'exprime exactement ce que je ressens. Monsieur, les aigles et les moineaux ne vont pas ensemble. Comment vous pensez qu'un monsieur comme Barbeau, au sortir de là où il était,
Il a fait beaucoup d'efforts même pour oser parler même à ce monsieur. Parce que c'est inimaginable ce que ce monsieur a vécu. Et aujourd'hui, excusez-moi l'expression, Toto l'invite à une fête prétendument de l'indépendance. Indépendance de quoi? Le peuple ivoirien est indépendant? Ça veut dire que le cinéma qui fait l'indépendance? Mettre en prison des milliers d'Ivoiriens, tuer des Ivoiriens et prétendre faire la fête de l'indépendance en invitant les chefs d'État qui l'ont mis en prison, c'est inimaginable. Je me dis simplement que le peuple malien doit prendre son destin en main, se préparer comme ils sont en train de le faire pour défendre son territoire. Et je dis au peuple ivoirien, préparez-vous pour chasser complètement M. Ouattara parce qu'il ne représente rien pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est un problème, c'est un caillou dans la chaussure du peuple ivoirien. Regardez, depuis qu'il est là, le bilan c'est quoi? Il n'y a que les problèmes en permanence. Il est à la solde des Occidentaux en permanence. Il a été au FMI, on a vu le résultat. Il a tué les comités de plusieurs pays africains. Sauf à l'ancien président qu'il est un expert de l'ONU, de FMI. Expert de quoi? Depuis qu'il est rentré, il a apporté quoi? On fabrique des faux billets de France CFA chamalien, on balance en Côte d'Ivoire pour faire croire que la Côte d'Ivoire marche bien parce qu'on a mis en place un sous-préfet qui va soutenir. Vous pensez qu'avec ça, l'Afrique peut évoluer? Je dis non, il faut que les Africains prennent leur destin en main et disent à M. Ouattara que trop c'est trop, on ne veut plus de lui à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que le peuple africain fasse tout et tout pour le chasser parce que sinon, le peuple togolais, ils sont dans la même situation, hein. Ne vous y trompez pas. Le Ghana même, ils sont dans la même situation. Il faut chasser un monsieur qu'on appelle Nana Akufo. C'est une honte. C'est une honte de voir un pays qu'on a admiré au temps de l'ancien président, le militaire là qui était là. Jerry Rawlings. Tout le monde a admiré ce pays. Mais aujourd'hui, c'est inimaginable ce qu'on vit avec ce monsieur. Mais il est à la solde de l'Occident. C'est pas possible. Et malheureusement, les Ghanéens sont en train de regarder, ils ne réagissent pas. Il faut que les peuples africains prennent leur responsabilité et chassent tous ces voyous qui sont à la tête des États africains. Pour vous relancer, M. Simon, justement sur la question initiale, vous semblez tous d'accord que c'est une succession d'erreurs grotesques de la part du gouvernement ivoirien ou bien de la part du président Alassane Dramane Ouattara, pour reprendre vos mots. Comment on peut donc expliquer cette succession d'erreurs incompréhensibles? Vous savez, monsieur, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a une différence entre classe et école. Quand tu es en classe, tu apprends à réciter. Tu ne peux que réciter ce qu'on te demande de réciter. Tu ne peux pas sortir de la classe. Et quand tu es à l'école, tu réfléchis. Vous voyez que si ce monsieur était allé à l'école, il ne serait pas en train de faire des erreurs comme ça. Il restait en classe à réciter ce qu'on lui a dit. Et en France et au FMI, et même à distance, on lui impose des trucs qu'il doit réciter sans réfléchir. Après, comment vous pensez qu'un chef d'État peut envoyer des prétendus experts, 49 experts au Mali et un petit policier les saisir? C'est une honte. Ce monsieur même devrait démissionner et se cacher, rentrer sous le lit. Ça veut dire que la honte ne connaît même pas ce monsieur. C'est inimaginable. Un prétendu expert de je ne sais quoi, il envoie 49 experts dans un pays qu'on appelle le Burkina. Experts entre guillemets. Enfin, c'est que, comment ils les appellent? Ils les envoient au Mali. À l'aéroport, on les prend comme des petits oiseaux, des moineaux. Ce monsieur devrait démissionner, il devrait même fuir. Moi, je suis surpris qu'il soit encore là à faire le malin, à prétendre qu'il va faire la pression. Pression sur qui? Il peut faire la pression sur le Mali. Les gens qui ont chassé la France, mon frère, disons-nous la vérité, les gens qui ont réussi à bouter un prétendu pays qu'il appelait la France, qui était hyper puissant, il les a mis hors de du Mali. C'est Ouattara qui peut résister. Ouattara, c'est qui? Ouattara, il a que l'armée. Aujourd'hui, je dis que le peuple malien a une armée. Il a peur d'eux. Il n'a même plus d'armée. Le peuple malien a une armée très solide et bien formée, avec le concours des Russes. Il faut qu'on se le dise. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, la Russie vient de mettre encore des armes les plus sophistiquées au Mali. Donc, la Côte d'Ivoire va faire quoi au Mali avec quelle armée? Avec les petits Français qui sont là, qui n'arrivent même pas à manger. Et qu'on a bouté hors de la Côte d'Ivoire. Je dis encore à ce monsieur du Niger qu'il fasse très attention parce que s'il continue à garder les bases militaires chez lui, françaises, là, c'est peut-être le Mali qui va envoyer des armes sophistiquées sans bouger du Mali pour les détruire même sans lever le petit doigt. Parce que je suis sûr que la Russie qui a donné ces armes-là a donné des armes qui sont capables d'intervenir dans toutes les distances autour du Mali sans bouger. Donc il faut faire très attention. Merci à vous, M. Simon. Je reviens vers vous une fois de plus, André Christelle Fanga, pour revenir un peu
sur cette succession d'erreurs. Jonathan Batengene tout à l'heure a parlé de l'opération Kélétigui qui a consacré la montée en puissance de l'armée malienne qui a envoyé les terroristes en débandade. Est-ce que cette succession d'erreurs-là dans la déstabilisation du Mali peut être expliquée par cette montée en puissance de l'armée malienne qui aurait peut-être fait peur au camp de l'oppresseur? Mais écoutez, vous savez, il y a une chose que beaucoup ignorent. Le royaume du Mali, c'est le royaume du Mali qui gouvernait toute cette bande-là, toute cette zone-là. Soundiata Keïta, on se rappelle, le professeur Mbelek pourra mieux davantage définir, il connaît très bien le Mali. Donc, quand on parle du Mali, on ne parle pas de... La Côte d'Ivoire n'est pas un pays. Vous comprenez un peu? C'est le démembrement du grand empire du Mali. C'est-à-dire les pays comme la Guinée, Conakry, le Sénégal et tout le reste là. C'est des dérivés. Donc, la puissance, ce qui se cache en vrai, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités ce soir, M. Wafo. Disons-nous la vérité. La troisième guerre mondiale qui se prépare, la guerre Russie contre les autres du monde, est aussi installée au Mali. Donc la victoire de la Russie en Ukraine sur le temps et tout le reste, c'est aussi la victoire du Mali sur tout le reste. Sur tous ceux qui sont installés dans notre territoire africain. Donc que ce soit les États-Unis, c'est pour ça que vous avez vu, l'OTAN a voulu s'installer je crois, au Maroc. Au Maroc. Ils sont installés au Maroc. Les États-Unis ont envoyé davantage d'armement. Pourquoi? Parce que l'Algérie a dit que moi je suis avec le Mali. J'ouvre ma frontière, j'ouvre mon territoire aérien aux forces russes. Donc de façon que des mouvements peuvent se produire entre, à l'aéroport, dans le système aéroportuaire, l'espace aérien, voilà, algérien. Donc il peut y avoir des mouvements. Donc quand ça se passe comme ça, c'est une guerre. En fait, l'Afrique est impliquée au travers du Mali à la troisième guerre mondiale qui se prépare dans le monde. Qui est même déjà en train de se jouer. Pas seulement. Vous voyez un peu, le Mali est impliqué. Donc, si le Mali est impliqué, ça veut dire que tous les Africains sont impliqués. Tous les vrais Africains. Parlons peu, n'est-ce pas? Pas les Africains blancs. Pas les Africains blancs. Professeur Mbelek l'a bien expliqué tout à l'heure. Pas les Africains blancs. Donc, nous savons que nous sommes en guerre, nous sommes impliqués dans cette guerre-là. Donc, vous ne pouvez pas, quand on parle de la montée en puissance de l'armée du Mali, ce n'est pas seulement l'armée, mais c'est la population. Parce qu'une armée n'a que de force que si la population est derrière. Parce que les services d'intelligence ne travaillent qu'avec les populations. Si les populations ne vous donnent pas le renseignement nécessaire, comment vous allez attaquer? Comment vous allez travailler? D'ailleurs même, toute armée forte ne travaille que parce que ses services d'intelligence fonctionnent. Et les services d'intelligence, c'est les renseignements. Si, au niveau du Mali actuellement, les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les chefs de communauté, tous sont d'accord avec le gouvernement de transition pour dire que nous allons dénoncer tous ceux qui veulent venir se cacher au milieu de la population. Vous vous rappelez le dernier faux commentaire que RFI et France 24 avaient dit « Oh non, l'armée malienne a tué des civils ». Parce qu'en réalité, on avait dénoncé des rebelles qui voulaient se cacher dans les populations qui se sont habillés comme des civils, alors qu'en réalité, c'était des terroristes. Et que l'armée allait pêcher où il devait être. C'est ça que France 24 et RFI ont passé le temps à dire qu'ils ont tué plutôt des civils, alors que le renseignement était bien passé. On dit que non, ils sont ici. Ils sont cachés ici, ces rebelles. Donc, ces terroristes-là. Donc, vous voyez que aujourd'hui, l'armée du Mali est allée très vite. Très vite, pourquoi? Parce que la population aussi est derrière. Et il n'y a pas meilleure force que la population. Il n'y a pas meilleure défense, forces armées que la population. Quand vous avez la population autour de vous,
vous avez la meilleure défense. C'est la meilleure ceinture de sécurité. La preuve en est, allez demander à Thomas Sankara. Il avait l'unité la plus forte et la plus puissante commandée par Djendéré, le général Djendéré, vous vous rappelez. Mais est-ce que ça empêchait que le peuple burkinabé dise monsieur Sankara, monsieur Blaise Compaoré, on l'a chassé comme un malpropre. Djendéré a même fait sortir tous les éléments qu'il fallait pour essayer d'intimider la population. Lui-même, allez, on leur dit, monsieur, vous voyez qu'aujourd'hui, si le peuple est d'accord avec l'autorité de transition, ça veut dire que le peuple, c'est d'abord la première armée. Et maintenant, l'armée, même ceux qui ont des armes maintenant, ont un avantage de plus, n'est-ce pas? C'est que la Russie y est installée. La Russie n'est pas venue. Vous savez, il y a une information qui m'avait fait rire une fois. Les formateurs de l'Union européenne en Centrafrique. Ils entraînaient, eux, les militaires centrafricains avec les bâtons. Donc, pour eux, c'était que les militaires, dans le niveau des militaires centrafricains, c'était que non, pour eux, ils peuvent que se défendre qu'avec les bâtons. C'est pour chasser les rats, c'est pour chasser les chèvres, c'est pour chasser quoi? Alors que la même Union européenne, au travers de la France, finançait la rébellion de M. Bozizé et de tout le reste, de tous les groupes rebelles là, avec des armes lourdes. Aujourd'hui, la Russie s'est installée, non? Que les rebelles là, on la parle encore. C'est la même chose aujourd'hui au Mali. Donc, quand nous voyons le déploiement de l'armée et ce que la Russie apporte comme contribution en matière d'armement, en matière d'équipement, alors là, on peut comprendre que la France est incompétente. Parce que vous, tout à l'heure, vous avez posé une question de savoir échec, 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 échec. Pourquoi échec, échec, échec? Ouattara, échec, échec, échec. La France, échec, échec. Mais ce n'est qu'une compilation des perdants. La France a déjà gagné quoi de sa vie? Citez-moi une seule victoire de la France. Donc, que la France peut se bomber le torse comme moi, France, j'ai gagné. Pour que la France puisse avoir liberté, égalité qui parle tous les jours là, c'est grâce à la vaillance des Camerounais et des Noirs. Pour Saint-Belec. Allons à la chambre de commerce à Douala. Vous allez retrouver ici est née la France libre. Parce que c'est là-bas que De Gaulle a pris des hommes, a pris le cheminement jusqu'à Paris pour aller libérer la France sous la domination allemande. Citez-moi une seule victoire française. Et la victoire de la communauté LGBT. Bon. On garde là pour un autre jour. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons de Ouattara, des mercenaires, ce n'est qu'une compilation des perdants. C'est une compilation de ceux qui n'ont jamais rien réussi de leur vie. La preuve en est, il est dans ses mémoires avait dit, sans la vaillance des peuples noirs, la France sera toujours aujourd'hui une colonie allemande. Mais c'est grâce à la vaillance. Et aujourd'hui, nous voyons comment la France se comporte avec ces colonies-là. Aujourd'hui, nous leur disons, assez c'est assez, nous avons compris votre jeu macabre avec les noirs à la peau blanche, au cerveau blanchi, aux gens qui n'ont rien dans le cœur, comme les Ouattara, les Sissoko Ambalo, les Bazoum, Macky Sall, Nana Akufo-Addo, qui sont une compilation de perdants. La vérité, c'est que ce que le peuple a commencé là, parce que la force du Mali, ce n'est pas l'armée. La force du Mali, c'est le peuple. Des autorités de transition, c'est le peuple. Toute société, quand le peuple s'est mis derrière vous, allez, sachez que vous avez déjà la victoire. Donc, l'armée monte en puissance, et d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui que l'armée monte en puissance. Dès que la France a dégagé, en fait, dès qu'on a dit, ok, ça va, ça suffit, 2 semaines ou 3 semaines après, premier combat entre l'armée du Mali à la zone des 3 frontières. Victoire totale, écrasement de tous les terroristes, de la bande terroriste qui était là. Et la zone des 3 frontières était une zone interdite. Et avec les rebelles et l'armée française qui y avait accès. Effectivement, les militaires de Barkhane. Les militaires de Barkhane. Donc, dès qu'on a dit Barkhane, ça suffit. Allez, l'armée du Mali a récupéré ce territoire en 3 heures de combat. Vous allez nous dire que non, cette armée n'était pas forte. Non, cette armée est très forte, a toujours été très forte, mais il y a une force d'interposition. Plus mieux. Est-ce que vous savez que Assimi Goïta, que vous voyez, était commandant des troupes d'élite qui
allaient au combat contre les terroristes. Et ils ont libéré un territoire avec le petit maréchal qui est au Tchad là. Mahamat Idriss Déby. Ils sont allés jusqu'à arriver dans les Ifogas, jusqu'à où ils avaient déjà libéré une bonne partie du territoire. Vous savez qui s'est interposé pour que l'armée malienne et toutes les autres forces ne continuent pas? L'armée française. L'armée française s'est interposée que non, c'est ici que vous vous arrêtez. Comment est-ce possible dans un territoire? Vous ne pouvez pas comprendre la rage qu'Assimi Goïta a, hein? Parce qu'il se rend compte que mais, ces gens nous prennent pour des cons. Donc on est incapable de défendre notre territoire. Est-ce que vous pouvez je dis français, vous pouvez aimer le Mali plus que les Maliens? Expliquez-nous ça. Comment ça se passe? Ok, français, ou bien américain, belge, anglais, allemand. Vous pouvez aimer l'Afrique plus que les Africains? Expliquez-nous ça pour qu'on comprenne. On peut se défendre. On a la capacité de se défendre. On a les moyens de se défendre. Et d'ailleurs, si tous dégagent, il n'y aura plus de terrorisme. La preuve en est, dès que le gouvernement de transition a dit, je m'en vais négocier. S'il faut, c'est les négociations qu'il faut avec les terroristes, ou bien dans les zones rebelles. Oh, je vais non, la France dit non, vraiment, il ne faut pas vraiment, non, c'est les zones dangereuses. La preuve en est, on a accueilli François Hollande, François Hollande a accueilli le président du Mali, dans le Mali, comme président. Vous imaginez ça? Un chef d'État français vient accueillir le président de ce pays-là. Et il fait la revue des troupes. C'est sérieux? Est-ce qu'on va où? Non, je pense que nous avons tous pris conscience. Nous savons que des impostures et des imposteurs sont en train d'être chassés. Je vous ai dit dans mes premiers propos, les jours de Ouattara sont comptés. Les jours de Bazoum sont comptés. Les jours de Sissoko Embalo sont comptés. Ce qui a commencé là, et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé avec le chiffrage, le codage avec le 225, je crois 222, 223, 224, hein, ça avait sauté le 225, 225 c'est à Côte d'Ivoire, non? C'est allé au 226, je crois, Sissoko Embalo, ou bien 227. Mais je crois que l'ordre doit revenir. Parce que ça avait commencé au Mali. C'est 200 combien le Mali? 200 quelque chose. 223. 223. L'indicatif du Mali. Burkina Faso, Guinée-Conakry, c'est 200 quelque chose. Donc, oui, 226. Donc, vous voyez que ça allait comme ça là, mais ça a sauté le 225. Donc, ça doit reprendre le 225 avant maintenant de continuer sa course. Parce que c'est quelque chose qui est déjà tracé. Mais écoutez-moi, je suis lecteur des Saintes Écritures. Il dit que la prophétie est déjà écrite. Attends-la, même si elle tarde, elle s'accomplira sûrement. Et sûrement, le nettoyage va se faire. Tous les endocolons doivent être dégagés. On n'avait pas ajouté le Ghana sur ça. Le Ghana doit être ajouté. Parce qu'en fait, Macron a acheté M. Nana Akufo-Addo à coups de millions. C'est incroyable de voir quelqu'un qui était très panafricaniste il y a de cela quelques temps, qui avait un discours vraiment élogieux par rapport à l'émancipation de l'Afrique, par rapport à ce qu'on n'a pas besoin d'aide au développement, mais subitement est devenu le prédicateur attitré de la France. Et il paraît qu'il parle mieux français que les Français, Nana Akufo-Addo, alors qu'il est dans un pays anglophone. Donc le 233 doit être ajouté dans la liste? Bien sûr. Merci à vous, André-Christelle Fanga. Je reviens vers vous, professeur Jean-Paul Mbelek. La découverte donc de ce contrat de mercenariat qui accable une fois de plus l'état-major, en tout cas le gouvernement ivoirien. L'accord, le contrat en tout cas, a été signé par le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, avec la compagnie privée SAS du côté du Mali. Est-ce que, d'après vous, tout d'abord, les dirigeants de cette compagnie-là doivent subir le même sort que les mercenaires qui ont été arrêtés récemment à l'aéroport international Modibo Keïta? Cette compagnie doit partir. Elle n'a plus sa place là, ainsi que, j'allais dire même la rupture diplomatique des relations avec l'Allemagne. Hein, parce que le jeu de l'Allemagne est trouble là, dans cette affaire. Et dans d'autres affaires d'ailleurs, de façon générale au niveau du Barkhane. Bon, en tout cas, moi ce que je vois là, c'est que si je veux dire, oui,
au niveau du Mali, on est engagé pour libérer l'État malien du terrorisme. Et on a un allié fiable, c'est la Russie. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire ou même du Ghana, ou de Bazoum, voilà. Là-bas, ils s'exposent à accueillir des forces étrangères. C'est-à-dire qu'au lieu de se libérer, ils en rajoutent. Et ils n'ont pas l'armement nécessaire. Comment toi tu n'as pas été capable d'envoyer des troupes pour défendre le Mali qui est dans la CEDEAO comme toi, contre les terroristes. Mais te voilà en train de vouloir protéger une société allemande en envoyant 40 soldats de tes meilleurs, qui se font d'ailleurs attraper comme des abrutis, quoi. Voilà. Donc, c'est incohérent. En fait, c'est on dit le chant du cygne. Le chant du cygne. C'est-à-dire que la France-Afrique est en train de vivre ces derniers moments. Donc, tout France-Africain qui veut survivre, même de façon citoyenne seulement, il vaudrait mieux qu'il quitte le pouvoir. Honnêtement, moi, là, je ne sais pas que j'ai pitié d'eux, mais c'est même pas un conseil, c'est une recommandation. C'est dans leur intérêt de quitter. Au lieu de s'acharner à exécuter les ordres qui leur viennent de Washington ou de Paris, disons de l'OTAN, ils devraient plutôt penser à s'organiser pour quitter le pouvoir en douce pendant qu'il est encore temps. Pourquoi? Parce que, faisons la lecture de la situation. Ok? Le Mali, depuis 2000... la Côte d'Ivoire, la Libye est tombée. On a tué Kadhafi en 2011. De façon subséquente, des gens viennent envahir le Mali parce qu'ils étaient armés par l'OTAN. Nous savons aujourd'hui que c'est l'OTAN. C'est des choses qu'ils ont négociées ensemble. Voilà. Donc depuis 2022, 10 ans, une bonne dizaine d'années, on peut arrondir à 10 ans, une bonne dizaine d'années, le Mali est attaqué de toutes parts par les terroristes. Et avec la présence des troupes françaises, les troupes de Barkhane, dont européennes et consorts, ces terroristes sont arrivés jusqu'au centre du Mali. Bon, on nous parlait d'un groupe spécial du Mali, disons les Touaregs. Bon, pas tous les Touaregs, mais c'est comme ça que l'Occident le présentait. Voilà. Qui demandent leur indépendance à travers l'Azawad. L'Azawad qui n'est même pas un État, qui n'a aucune existence historique connue. Puisque Azawad, c'est l'endroit, c'est pour désigner un endroit où on fait paître les bœufs, quoi. C'est ça, Azawad. C'est pas un État qui n'a jamais existé nulle part. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, au-delà de l'Azawad, nous avons maintenant aussi le Massina. La France était présente. Voilà. Elle a échoué. Donc on voit bien dans quel sens le vent souffle. Le vent souffle en faveur du Mali, de la population malienne et donc du panafricanisme. Elle a échoué lamentablement. Ils sont obligés de quitter le territoire. Ils vont stationner au Niger. Du Niger, c'est une force africaine d'attente, comme l'a dit Batengue tout à l'heure. Ils sont en attente, mais en attendant, la Côte d'Ivoire doit jouer un rôle secondaire. C'est-à-dire essayer de déstabiliser autant que possible. Ils ont échoué au niveau des sanctions. Ils sont maintenant... Il faut qu'ils agissent maintenant avec des commandos. Ils échouent lamentablement. Alors, donc, si on fait une bonne lecture de la situation, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les pays où il y a une présence de l'OTAN sont des pays condamnés à l'échec, comme on l'a dit tout à l'heure, sont des pays qui sont incapables d'atteindre leur objectif. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais c'est l'objectif qu'on les a assignés, de stabiliser le Mali. Par contre, le Mali monte en force, puisque l'armée malienne maintenant a même des avions de chasse. L'armée malienne marque des points. Normalement, à cette heure-ci, souvenez-vous du discours de Macron, hein. À cette heure-ci, d'après les autorités françaises, le Mali devait être à plat. Puisque la France est en partie, les terroristes devaient être là, prendre le dessus sur l'armée malienne, qui ne vaut rien. Vous voyez que c'est faux. Ils avaient promis le chaos en cas de départ. Vous voyez que c'est faux. Donc on voit bien comment ça échoue à côté. Partout, il y a les forces de l'OTAN qui sont censées déstabiliser. Et on voit comment ça monte du côté de ceux qui se protègent, y compris le Cameroun, hein. Parce que nous, on est censé avoir Boko Haram. Normalement, le Cameroun ne devait même plus exister. On devait diviser au moins en 10 parties. Parce que même les 10 provinces ne sont pas suffisantes. On devait encore charcuter dans chaque province. Voilà. Le Nozo, la Centrafrique, tout ça. Mais non, on s'en sort. Donc, même la Centrafrique s'en sort. Donc, normalement, les États, vous savez, il y avait un plan de l'OTAN qui stipulait que dans les années 2020, on devrait avoir au moins 500 États en Afrique. On en est où? On n'est pas dans les 500 États. On nous a annoncé que les Africains devaient mourir du fait du Covid. C'est eux qui sont morts. C'est les Occidentaux qui sont morts. Les Africains ne souffrent pas de ce Covid.
on s'en est sorti. S'il y a un pays qui a subi un impact, et même comparé aux pays occidentaux, c'est rien, c'est l'Afrique du Sud, même au reste du monde, hein, c'est l'Afrique du Sud. Mais nous savons le contrôle qu'ils ont en Afrique du Sud. L'apartheid, Mandela n'a pas négocié la fin de l'apartheid comme on aurait souhaité. Il y a eu beaucoup de compromis. Bon, ça donne ça. Alors, ils nous ont promis, oui, il y a même eu le paludisme. Ok? Ils nous ont tenté de 1000 façons. Tout ça a échoué. Vous voyez pas... Oui, merci, Ebola. Ebola au Congo, là. RDC. Le sida. Bon, bref. Vous voyez pas qu'on va d'échec en échec de ce côté-là. Donc, l'avenir de l'Afrique est radieux. Donc, moi, je recommence, je redis, je recommande à ces chefs d'État-là de quitter le pouvoir. S'ils se maintiennent au pouvoir, franchement, ça les regarde. Et je dis que au mieux, ils finiront comme Amin Dada. Mais au pire, c'est la population même qui va s'en occuper. Parce que vous pouvez croire que vous êtes à l'abri pendant 10 jours. Mais le 11e jour, c'est votre fin. Pourquoi? Prima ora vulnerat, ultima necat. C'est tout du latin. C'est leur langue. Hein. La première heure blesse. Il fallait nous poser en bas ça. Je vais le traduire. La première heure blesse. Ou bien ça t'allait pas. Allons-y, Pombelek, allons-y. C'est parce que je parle en latin, ça te gêne. Hein. Non, Monsieur Simon, vous taquine seulement en Pombelek, allons-y. La première heure blesse, la dernière tue. Non, c'est pour dire... Ah, vous ne comprenez pas. Hein. Pourquoi on traduit même en latin? Vanga, il peut réciter « Nous sommes forts ». J'ai appris leur langue. Je parle français. Je peux aussi parler... I can speak English too. Je parle latin. Moi, j'ai passé mes examens. J'ai passé le BEPC, latin. J'ai pas fui. J'ai passé le bac C, latin. J'ai pas fui. Il n'y a pas un. Donc, on aurait même mis le grec, j'aurais pris, mais on ne pouvait pas choisir les deux. J'ai fait les hiéroglyphes aussi. Donc, ça veut dire que nous sommes forts, j'affirme, nous sommes forts. Eux, ils sont incapables même de s'occuper dans leur propre langue. Et nous sommes forts aussi physiquement. En fait, je veux témoigner de la... J'ai tout dit ça. Les Africains sont forts. Il faut qu'on prenne conscience de cette force. Donc, je traduis en bas ça. Ngang bisu imbava. Ngang isok imnola. Prima ora vulnerat ultima necat. Ngang bisu umbava. Ngang isok imnola. Voilà. Monsieur Simon est satisfait? Voilà. Maintenant, voilà. Allons-y, Pombelek. Mais ni pour Bassa, qui t'engabe, c'est pour Bassa, yomi t'engabe, yomi t'engana, ingomna, ingomna, ranebele, nous reprenons la parole. Même pour Bassa, on aurait. Ni mais calga, ni mais calga, non mais calga, mais calga là, on va sortir rapidement, Pombelek. Donc, parce que peut-être qu'ils croient que comme on parle en français, on maîtrise pardon, on maîtrise nos langues, on maîtrise, on prend l'anglais, même le latin, même. Et puis notre langue enseigne hiéroglyphes. On maîtrise tout. On est fort. On n'a jamais été paresseux intellectuellement. Ok? On est fort. On est même courageux. La preuve, on est sur les plateaux. Est-ce qu'on a peur? Moi, je suis physicien, non? Je suis là avec vous, non? Est-ce que j'ai peur? On a peur de personne. Donc, c'est un avertissement. Je dis, c'est même pas un avertissement, c'est une recommandation. Quittez le pouvoir. Vos jours sont comptés. La dernière heure vous tuera. Voilà. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek, pour cette autre intervention. Merci en tout cas d'avoir fait plaisir au doyen Simondé avec ces quelques mots en votre langue maternelle. Eh bien, monsieur Simon, le prof Mbelek, dans son développement, faisait état de rupture des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Est-ce que d'après vous, cela doit être envisagé par les autorités de Bamako? Je pense qu'il n'y a rien à foutre avec ce qu'on va faire. Le peuple malien et le peuple ivoirien doivent se mettre ensemble pour chasser Ouattara du pouvoir. Il n'y a même pas de négociation. Quand on parle de relations diplomatiques, c'est quoi les relations diplomatiques avec un bonhomme comme Ouattara? Ça ne doit même pas exister. Pour moi, c'est un non-événement. Ce monsieur, il ne représente rien pour l'Afrique. Je dis rien. C'est lui qui a créé tous les problèmes en Afrique. Tous les problèmes. C'est un monsieur comme Macron ou bien tout ce que vous voulez, que s'il vient en Afrique, c'est à cause de ce monsieur. Et j'ai l'impression que ce monsieur, il se rend compte que c'est quand tu as un motique sur tes testicules que tu te rends compte qu'on ne résout pas tous les problèmes par la violence. Parce qu'aujourd'hui, il a envoyé des gens au Mali, mais il se rend compte qu'il a commis la plus pire des erreurs de sa vie. Parce que ça va lui coûter très très cher, comme vient de dire mon frère Mbelek. Il ne peut pas s'en sortir. Il a intérêt à quitter les choses avant que les choses ne quittent. Parce que ce qui peut lui arriver là, je ne suis pas un prophète, mais il va payer très très cher. Parce que il y a la loi de la nature qui ne commet pas d'erreur. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à tenter à la vie des gens, tuer des gens, créer des problèmes à tout un peuple
et pensez que vous allez sortir par la porte, par la grande porte. Vous décidez de sortir même par un trou de souris. Ah, ça va arriver à M. Ouattara. Merci à vous, Monsieur Simon D. Jonathan Batengene, 49 mercenaires qui ont donc été arrêtés du côté de Bamako. Doivent-ils servir comme moyen de pression aux autorités de Bamako? Parce qu'on l'a souvent vu dans les relations tendues entre, par exemple, la Russie et les États-Unis, quand c'est trop tendu, qu'il faut parfois faire des compromis. On fait un échange de prisonniers pour essayer de contenter tout le monde. Est-ce que, d'après vous, les autorités de Bamako doivent également, peut-être dans des échanges à venir, des compromis à venir, peut-être à trouver avec les autorités ivoiriennes, inclure justement ces mercenaires arrêtés dans la balance pour essayer de faire peser les choses en leur faveur? Monsieur Ouaffo, vous avez bien fait de citer le cas des États-Unis, de la Russie, de la Chine. C'est des situations qui ne sont pas équivalentes. C'est des pays qui s'espionnent mutuellement là-bas. Les Chinois ont des espions aux États-Unis, les États-Unis ont des espions en Chine. Ils espionnent, espionnage militaire, espionnage économique, espionnage politique, industriel. À tous les niveaux, il y a de l'espionnage. Alors quand dernièrement les Chinois sont sentis menacés, ils ont renvoyé 200 espions états-uniens aux États-Unis. Et les États-Unis ont également pris des contre-mesures en renvoyant des espions chinois. Les Russes, eux, ils échangent actuellement les militaires états-uniens qu'ils ont attrapés en Ukraine contre des soldats russes qui avaient été attrapés certainement par les États-Unis quelque part. Ce n'est pas le cas. Déjà, il n'y a pas de Maliens, des soldats maliens que ce soit engagés sur un théâtre d'opération en Côte d'Ivoire et qui auraient été arrêtés. Il n'y a pas de soldats maliens de l'armée républicaine malienne qui a été arrêté en Côte d'Ivoire parce qu'il est venu jouer les mercenaires, au nom de qui on ne sait pas. Par contre, dans le cas d'espèce, ça aurait pu être dans le cadre international ce qu'on appelle un casus belli, c'est-à-dire un acte qui déclenche une guerre entre deux pays. Avoir des mercenaires qui appartiennent à l'armée régulière, qui viennent de manière comme ça et de manière injustifiée, illégale, sur le territoire d'un État, ça peut être considéré comme un acte, une provocation. Ça aurait pu, dans le cas de l'escalade, aboutir à une guerre. Mais les Maliens ont préféré gérer ça de manière très diplomatique, mais avec fermeté. Ils ont gardé ces hommes qui suivent une procédure judiciaire, ils ont été exploités. Le résultat d'exploitation a abouti à un ensemble de conclusions. Et les Maliens sont en train d'exploiter les conclusions. Le cas de la Côte d'Ivoire, vous avez un mauvais élève qui, pour embrouiller face à ces mauvais résultats, décide de dire aux parents que l'enseignant est mauvais. C'est le cas du président Ouattara qui commence à accuser les Maliens d'avoir retenu des soldats ivoiriens pour une raison que lui, il n'arrive pas à expliquer. Donc, pour lui, il trouve que c'est injustifié l'arrestation des soldats maliens. Mais tout le monde sait que c'est une communication de crise qui vise simplement à confondre l'opinion publique, à jeter cette confusion de telle sorte que l'armée malienne soit considérée comme une armée qui est en pleine panique et agit de manière injustifiée vis-à-vis de certaines forces. L'armée malienne a agi tel qu'il fallait. Les autorités maliennes ont agi tel qu'il fallait. La retenue qu'il fallait même lorsque l'escalade verbale a commencé à se faire sentir du côté ivoirien, les Maliens n'y ont pas succombé. Ça veut dire que les Maliens ne veulent pas se prêter à ce jeu. Tout à l'heure, le patriarche Décimo a dit quelque chose. Les Maliens sont conscients de l'exploit. Ils ont chassé littéralement l'ambassadeur de France. On lui a demandé de quitter Bamako dans les 72 heures. Et vous avez vu que l'ambassadeur de France, tout grand qu'il se prenait, s'est fait petit en rentrant dans son petit avion qu'il a ramené à Paris. Et les Maliens ont demandé à Barkhane de plier valise et de rentrer. Barkhane, comme un mauvais élève également, qui a reçu une mauvaise note, a commencé à traîner les pas. Vous savez, c'est souvent le mauvais élève qui traîne les pas. Il ne veut même pas arriver à la maison parce qu'il se demande comment les parents vont le regarder.
Il ne veut pas affronter le regard de sa mère, de son frère, de sa soeur, les questions. Des voisins également. Des voisins, voilà. C'est ce que la France fait au Mali aujourd'hui avec la base de Gao. Ils disent on va quitter quand ça va nous arranger. Parce qu'ils ont honte dans le monde entier. La grande France, de leur point de vue. Mais nous savons le nain géopolitique ramenant à sa petite expression. Enfin, on lui demande de libérer la salle. C'est un peu l'image, on a souvent pris l'image de ce... Vous avez ce client qui entre dans la boîte de nuit et qui est tellement bien sapé qu'on le prend pour le plus riche de la boîte. Et finalement, face à une facture impayée, il subit de l'adversité des videurs qui l'arrêtent, c'est les gardiens de la boîte qui l'arrêtent et le jettent dehors de manière brutale. C'est ce qui arrive à la France. La France ne veut pas sortir du Mali. La France commence à trouver des prétextes. Nous avons trop de matériel. Pour déménager, ça va prendre 6 mois. Vraiment, les Maliens disent, prenez le temps qu'il vous conviendra. Nous allons simplement encadrer votre départ. Les Français veulent se retrouver encore dans des patrouilles. Les Maliens leur disent, votre sécurité, même on ne peut plus la garantir. Si vous sortez de vos bases, vous pouvez affronter la vindicte populaire. Et nous savons qu'en Afrique, la vindicte populaire amène souvent à ce qu'on appelle un phénomène que nous n'apprécions pas, la justice populaire. Donc, les Maliens, les prévenant de cela, les Français comprennent que diplomatiquement, ces gens sont en train de nous menacer. Alors, les Français sont partis. Les Français, l'ambassadeur de France, qui est l'alpha et l'oméga de Ouattara, c'est-à-dire pour lui, si l'ambassadeur de France prend seulement le téléphone, il envoie un bip de manière accidentelle, c'est-à-dire son téléphone dans une mauvaise manipulation, bip Ouattara. Ouattara, dans la minute qui suit, rappelle, et il dit, Excellence, qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais c'est cet ambassadeur qui a été chassé comme un malpropre du Mali. Vous imaginez un peu la scène dont les Maliens ont réalisé un exploit au-dessus de ce que Ouattara peut comprendre. Comment les Maliens pourraient considérer M. Ouattara? Vous voyez que je sais que l'image a été forte. Mais les Maliens ne peuvent plus considérer M. Ouattara parce qu'ils savent que Ouattara, comparativement à ses maîtres, ne vaut rien. Alors, si on a déjà retenu ces soldats, c'est encore une manière de l'infantiliser. On lui dit, bon, ces mercenaires que tu as envoyés, on les garde seulement. Il crie, il tempeste, il s'époumonne. Vous voyez que Assimi Goïta ne lui a même pas accordé l'honneur d'une réponse. Je ne parle pas du docteur Choguel Kokala Maïga, ou encore du ministre des Affaires étrangères. De l'excellent ministre Abdoulaye Diop. On a simplement vu le ministre Maïga venir, et l'excellent ministre Maïga également, qui est venu. Et il a répété 3 fois, comme à son habitude, comme un très bon pédagogue. Il a répété 3 fois. Effectivement. Quelles sont les instructions désormais à suivre. Non, le Mali ne gère pas, comme on dit souvent de manière triviale en Afrique, ne gère pas la Côte d'Ivoire. Le Mali sait que Ouattara est tellement petit dans le duel qu'il oppose avec les maîtres de Ouattara, que donner de l'importance à Ouattara serait encore galvauder son combat. Ouattara lui-même a choisi le rôle de l'enfant dans le combat. Si on tape votre père et que vous êtes un enfant, j'imagine que vous allez vous sauver. Donc Ouattara, dans la situation actuelle, non seulement il s'est fait petit, il a trouvé une place de petit. C'est pourquoi nous disons tout le temps qu'il a humilié la Côte d'Ivoire. Il est l'homme par lequel l'opprobre est jeté sur la Côte d'Ivoire. Même dans la France-Afrique, où Houphouët-Boigny avait su placer la Côte d'Ivoire à un niveau respectable. Effectivement. Mais Ouattara a pris toute cette image. Il l'a mis au sol. Il a posé le pied dessus. Il l'a froissé. Cette Côte d'Ivoire ne représente pratiquement plus rien à cause de lui. Parce que c'est lui qui devait être l'homme qui donnait le ton. Au sein de la France-Afrique, il aurait pu prendre des décisions courageuses. Il aurait pu se montrer comme étant l'homme qui, quand même, a une position, il est l'héritier, comme il aime dire, le fils spirituel de Houphouët-Boigny. Même là encore, il a échoué. Et le Mali ne peut pas se rabaisser au niveau de Ouattara en coupant les relations. Si même la Côte d'Ivoire rappelait son ambassadeur, le Mali, lui, ne ferait pas pareil. Parce que le Mali regarderait simplement Ouattara comme un enfant qui s'embrouille. Le Ouattara n'a plus de consistance. Il faut que beaucoup de gens le comprennent. Ouattara n'a plus de consistance. En tant que dirigeant en Afrique, il a perdu, il a vidé toute sa substance. Regardez les invités du défilé.
Ces deux personnes qui désormais comptent même plus que lui au sein du bloc de l'OTAN ont formé les mercenaires chez Joy Weah et c'est chez Mbalo que désormais Macron part faire son cycle. Pour lui dire, certainement, il a même donné un peu plus de privilèges à Mbalo en lui disant, comme tu as dit, il y aura une task force pour lutter. Parce que les Français, ils aiment bien ces pics du point de vue diplomatique pendant les échanges. Il dit, non, il faut une task force. Ah, eh bien, eux, ils vont exploiter à fond l'idée de task force. C'est-à-dire, on va mettre un dispositif au niveau de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau sera le nouveau cercle vers lequel on va réfléchir. Et vous savez que c'est un peu comme les courtisans et c'est un peu comme les nombreuses épouses d'un mari infidèle, hein, les nombreuses concubines d'un mari infidèle. Désormais, la Côte d'Ivoire va regarder avec jalousie et envie comment le petit Mbalo est courtisé. Ouattara dit, à l'époque, je recevais Sarkozy, je devais recevoir Macron aussi comme ça. Il va se sentir isolé. C'est ça, l'humiliation du larbin. C'est ce que Ouattara est en train de vivre. Il n'y a pas pire sanction que ce qu'il vit déjà. Mais, comme nous disions au départ, et comme l'a réitéré également le professeur Mbele, ça c'est encore rien. Nous avons toujours dit que l'image que nous avons de Ouattara, il risque de subir pire que le sort de Mobutu. Il est dans une trajectoire de dégringolade, non seulement symbolique, mais aussi matériel, qui amène à craindre le pire pour lui. S'il ne fait pas attention et s'il ne sait pas de corriger le tir, du moins en se retirant de manière honorable et en laissant à ceux qui savent faire la chose, de faire les choses de manière honorable également pour lui, c'est-à-dire le président Gbagbo et ceux qui sont panafricanistes, et que lui-même aille faire déposer son bilan devant ses maîtres en leur disant, votre affaire est devenue compliquée à gérer en Afrique, je me retire, si vous voulez, tuez-moi. Mais qu'il se remette au moins au président Gbagbo et qu'on nous dise qu'il a fait ça, là l'Afrique le protégera. Mais s'il ne le fait pas, il y a le président Ceausescu, c'était en Roumanie, je crois bien. Un matin, on s'est réveillé, on a vu une scène horrible. C'était dans les années 90. Monsieur Ouattara n'est pas loin de ce cinéma horrible. Il a déjà peur de ses militaires. Monsieur Wafo, quand un homme demande déjà qu'on fouille le militaire, qui doit aller défiler devant lui, et devant le même militaire, il fait du cinéma en mettant la main comme au garde-vous. Vous comprenez ce que ça signifie? Il n'y a aucune confiance entre les hommes, il n'y a que de la défiance. Eh bien, ce militaire-là, quand il reprend son âme et qu'il reste tous les soirs, il se dit, tu as échappé l'autre jour au défilé, tu n'échapperas pas toujours. Donc, cette situation que sur laquelle nous prévenons tous les jours, elle pourrait avoir lieu dans un délai beaucoup plus tôt que ce que nous imaginons, c'est-à-dire l'horizon lointain. Ça pourrait arriver beaucoup plus tôt. Monsieur Ouattara est sur une pente descendante et cette pente est raide. Il gagnerait à sauver au moins les meubles, rendre son bilan devant ses maîtres et abandonner le combat à ceux qui peuvent le porter véritablement. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, le président Alassane Dramane Ouattara se retirer. Cela ne semble pas faire partie de ses plans, car, comme on dit vulgairement en Afrique, le pouvoir est sucré.